C'est une réflexion qu'on doit tous avoir. Est-ce que je suis dans un semblant de vie ou est-ce que je commence vraiment à vivre? Et je crois, si vous voulez, que vivre est paradoxal au départ. Parce qu'à la fois, c'est la condition de toutes les conditions, être en vie, pas être mort. Et en même temps, c'est, disons, l'aspiration de toutes nos aspirations. Être vraiment vivant, être vraiment vivant. Donc il y a l'opposé de l'être en vie, c'est la mort, mais il y a un autre opposé, un contraire de la vraie vie, qui est la non-vie. La non-vie, la vie qui est la pseudo-vie, la vie qui ne l'est pas vraiment, et c'est celle qui nous menace tout le temps. Ce qui nous fait le plus souffrir, c'est d'un seul coup, on se fige, on se crispe. On se crispe parce qu'on veut être sûr, certain, on est pris dans des idéologies, dans des identités, et on se coupe de la vie. Et le paradoxe que je vous propose d'explorer dans cet épisode de dialogue, c'est comment redevenir simple, comment redevenir simplement vivant. Mais vous allez voir, ce qui est étrange, c'est que ça demande un peu de travail, d'apprendre à être simple et vivant. Et pour ça, je vous propose un dialogue un peu décoiffant avec quelqu'un qui est pour moi un des plus intéressants philosophes vivants en France, François Julien, que je lis depuis très longtemps. Vous allez voir, sa manière de penser, au début, est un peu déconcertante, parce qu'elle essaye de nous faire entrer dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de penser et de voir, nous ramener à quelque chose de tellement simple qu'on ne le voit pas. C'est maintenant, c'est sur Dialogue. Bonjour François Julien. Bonjour. C'est un moment un peu extraordinaire pour moi de vous rencontrer parce que je vous lis depuis très longtemps. Depuis que je suis un jeune homme, vos livres m'ont toujours émerveillé, donné à penser, éclairé. Et donc, je suis vraiment très, très heureux de vous rencontrer. C'était un des bonheurs de pouvoir faire ce podcast, de pouvoir recevoir des gens que j'avais jamais eu la chance de rencontrer, puisque c'est la première fois que nous nous voyons, même si je vous lis depuis très longtemps. Et pour parler de votre livre « Vivre enfin », mais on peut dire que ça fait plusieurs livres que vous travaillez sur la question de vivre. Pourquoi s'intéresser à cette question ? Peut-être deux raisons principales. La première, c'est que vivre, c'est important. C'est peut-être la question la plus essentielle ou la plus élémentaire qu'on ait à se poser. Comment vivre? Pourquoi vivre? Et puis peut-être aussi parce que c'est la question qui résiste peut-être le plus à la philosophie. Je dis vivre, pas la vie. La vie, c'est déjà un peu abstrait. Mais vivre, on est dedans. On est dedans depuis toujours. Donc, c'est ce vis-à-vis de quoi on n'a pas de recul. Et peut-être ce dont on doit le moins s'abstraire pour le penser. Donc, c'est une vraie, disons, difficulté, voire plus qu'une difficulté, la difficulté pour la philosophie que de se saisir du vivre. Alors, j'ajouterai une autre raison, c'est que comme mon chantier philosophe a commencé par mon philosophe venant des Grecs, n'est-ce pas? J'étais helléniste au départ, et j'ai fait le choix d'un pas de côté par un ailleurs de la Grèce, qui était la Chine. Pas du tout par désintérêt pour la pensée grecque, mais parce que pour mieux mesurer l'héritage grec, parce qu'on dit souvent nous sommes héritiers des Grecs, quand sait-on qu'on n'est pas sorti de cet héritage. Donc j'ai eu une stratégie philosophique qui était de Grèce passée en Chine, non pas pour m'installer dans la pensée chinoise, mais pour, disons, acquérir un recul, une mise en perspective de la pensée européenne. Et pour avoir un rapport peut-être plus libre, parce que souvent les gens, sans s'en rendre compte, il faudrait dire pour les gens qui n'ont jamais fait de philosophie, sans vous en rendre compte, nous sommes beaucoup plus prisonniers que nous le croyons de tout un ensemble de concepts et d'idéologies. Et donc faire un pas de côté dans une autre pensée permet de voir ce qui semble vérité évidente en voyant que c'est une construction qu'on peut peut-être remettre en question. Tout à fait, c'est exactement ce que vous venez de dire, à savoir, j'ai pris ce recul, disons, stratégique par rapport à la pensée grecque, européenne en général, pour pouvoir me déprendre et en même temps éprouver ce décontenancement, ou cet ébranlement de la pensée quand on quitte la pensée, la tradition de la pensée, ce que Nietzsche appelait l'atavisme de la pensée. Parce qu'on ne se soupçonne pas à quel point nos questions philosophiques, établies, installées, sont singulières. Et donc, prendre du recul vis-à-vis d'elles, faire un écart vis-à-vis de la pensée européenne, comme je dirais maintenant, décoïncider de la coïncidence de la pensée européenne,
permet de réinterroger à nouveau frais. Et de voir que souvent, ce qu'on appelait la raison naturelle, eh bien, en fait, ce sont des choix implicites qui ont été pris et tellement assimilés par la pensée qu'on les prend pour, disons, des évidences, alors qu'en fait, ce sont des choix singuliers. Donc pour moi, c'était essentiel de me décaler, au sens le plus banal. Décaler, c'est faire un petit bouger, puis grâce à ce petit bouger, on peut enlever la cale, sur quoi tout est calé. Donc me décaler de la pensée européenne et passer par la pensée chinoise. Or, la pensée chinoise, si j'en retiens quelque chose de la façon la plus générale, c'est au fond passer peut-être de la pensée de l'être à la pensée du vivre. Donc c'est ça, parce qu'on pourrait dire très simplement, vivre, c'est pas une question qui travaille beaucoup la pensée occidentale. En fait, de façon surprenante, non. De façon très surprenante. Au fond, c'est ça le bonheur de lire votre livre, même si c'est pas du tout un livre où vous faites beaucoup de références à la pensée chinoise. Vous posez des questions très simples qu'on va voir sur qu'est-ce que ça veut dire vivre, l'énigme de vivre. Mais c'est une question qui est très peu... Au fond, je crois que les Grecs ont fait un choix puissant qui était d'orienter la pensée vers la connaissance, vers la quête de la vérité. Vous savez, c'est au début du Théâtreute de Platon, quand on demande à Socrate « Qu'est-ce que Sophia ?» il répond « Épistémé ». On lui demande « Qu'est-ce que la sagesse ?» il répond « Épistémé, la science, la connaissance, l'épistémologie ». L'autre dit oui, il aurait pu dire non. Il aurait dû dire non, Socrate. Sophia, c'est Sophia. C'est comment penser vivre. Or, la pensée grecque, a donc fait ce choix, je dirais socratique, platonicien, d'orienter la pensée vers la connaissance, la quête de la vérité. Donc, le discours qui a pris en charge vivre dans la tradition européenne, c'est le discours religieux. C'est l'évangile. C'est « je vis et vous vivrez ». Et avec le retrait du religieux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose que je dénonce, qui est que vivre tombe dans les mains du développement personnel, du marché du bonheur, de la sous-pensée. Donc il me semble que la philosophie a intérêt maintenant à se ressaisir de la question du vivre pour, disons, la penser. Et à cet égard, la Chine est intéressante parce que, comme elle n'a pas pensé l'être, comme elle ne s'est pas vraiment intéressée à la vérité, elle a pensé vivre. Et donc, il y a là une ressource de pensée qui, je crois, nous fait passer, en Chine, de ce qui, chez nous, la pensée de l'être et de la vérité, à une pensée du vivre. Donc, c'est la seconde raison, si vous voulez, qui fait que mon chantier c'est de plus en plus concentré sur la question du vivre. Non pas la vie, mais vivre, ce en quoi on est depuis toujours impliqué, et en même temps, à quoi on n'accède vraiment jamais. Alors, ce qui est très impressionnant dans votre livre, c'est que c'est pas un livre d'érudition sur qu'est-ce qu'on a dit sur la vie, mais vous posez des questions, c'est presque un travail d'exploration de l'expérience humaine, de ce que ça veut dire vivre, et avec, par exemple, le fait que vivre n'est pas une simple donnée pour nous. Oui, je crois que si vous voulez que vivre est paradoxal au départ, parce qu'à la fois, c'est la condition de toutes les conditions, être en vie, pas être mort. Et en même temps, c'est, disons, l'aspiration de toutes nos aspirations. Être vraiment vivant, être vraiment vivant. Bon, on peut dire c'est ça, c'est une bonne manière d'expliciter. Votre sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être vraiment vivant? Être vivant, ce qu'on appellerait la vraie vie, si vous voulez, être vivant et ce qu'on n'atteint jamais. Donc à la fois, condition de toutes les conditions, mais en même temps, aspiration de toutes les aspirations, car au fond, c'est à être vivant qu'on aspire. C'est même pas le bonheur. La notion du bonheur, il a tout ce discours sur le bonheur me fatigue un peu, tout ce marché du bonheur actuel, si vous voulez. Mais voilà, accéder à la vraie vie, être vraiment vivant. Et donc, c'est de ce paradoxe que je suis parti pour essayer d'explorer vivre. Alors vous remarquez qu'il y a une nostalgie, mais pas d'un ailleurs ou d'un passé, mais la nostalgie de ce qu'on n'arrive pas à atteindre dans l'instant même. On est à la fois vivant, mais on est comme séparé de la vie. On ne vit pas vraiment. Au fond, l'expérience peut-être la plus simple, comme point de départ, c'est je ne suis pas complètement vivant. Donc, je suis vivant parce que je ne suis pas mort, mais je ne suis pas complètement vivant. Tout à fait. Je suis en vie, mais je ne suis pas... On ne peut pas être complètement vivant. Je suis dans une aspiration d'être vivant qui n'est jamais comblée, qui n'est jamais finie, n'est-ce pas? Alors, je vous remercie d'avoir noté cette réflexion sur la nostalgie,
parce qu'elle est, pour moi, assez décisive comme expérience. La nostalgie, le mal du retour, comme ça, aspiration au retour, c'est par rapport au passé ou par rapport à l'ailleurs, normalement. Mais je crois qu'il y a une nostalgie de vivre en même temps qu'on vit. C'est pas- c'est ça qui me paraît important. Nostalgie de l'été en plein été. Donc non pas de nostalgie d'un avant, mais nostalgie du moment même où on est, parce qu'on n'accède pas totalement à ce moment même. Donc c'est ça qui me paraît important, si vous voulez. Donc à la vraie vie, on n'a pas complètement accès. Donc on est en tension vers elle, et on garde une sorte de sentiment de ce que la vie déborde, n'est-ce pas, ce qu'on en vit. Et ça me paraît une tension qui fait d'ailleurs que nous levons le matin. Moi, je suis étonné que les gens, ça ne les frappe pas plus, ça. Moi, je trouve que c'est très frappant. Moi, des fois même, je fais des choses que j'aime beaucoup, je vais écouter de la musique ou je vais voir des amis et j'ai le trac. Et les gens me disent, mais tu vas pas avoir le trac, c'est agréable. Mais si, j'ai le trac parce que je sens qu'il se joue là quelque chose et je sens qu'avoir le trac, c'est une manière de me préparer à essayer d'entrer dans cette manière dont la vie se donne. Absolument. Mais je trouve que c'est quelque chose... Accéder à vivre, oui, accéder. Oui. Je suis dedans, mais est-ce que je peux y accéder? C'est ça, le paradoxe. Il y a quelque chose à faire, mais c'est pas quelque chose à faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis dedans, c'est donc ma condition d'être en vie. Mais puis-je y accéder vraiment? Et donc, c'est ça, je crois, cette tension qui nous fait vivre. C'est qu'au fond... c'est pas seulement que la vie échappe parce qu'elle passe ou qu'elle est... Non, c'est qu'il y a quelque chose, il faut accéder à cette capacité de vivre qui, en fait, est infinie, n'est-ce pas? Et qui déborde tout ce que j'en vis. Donc c'est ce débordement-là qui me paraît, disons, ce qui promeut la vie. Comment on fait pour accéder un peu plus à la vie? Alors, je pense que la philosophie est le bon chemin. Excusez-moi de revenir à mon métier, mais je pense que c'est le bon chemin parce que, si vous voulez, au fond... j'essaie de porter au concept cette formule de la vraie vie. La vraie vie. Parce que, alors, la vraie vie, c'est pas une vie qui serait indexée sur la vérité, ou parce qu'on prononcerait une vérité sur la vie. La vraie vie, c'est vraiment vivre, n'est-ce pas? Et je suis parti de cette formule parce qu'elle est, dans des endroits les plus prestigieux de la pensée, indiquée comme telle, mais jamais vraiment réfléchie. Premier lieu de cette formule, c'est dans Platon, là encore dans le Théétète, quand il dit célébrer la vraie vie des dieux et des hommes bienheureux. Mais il dit aussitôt, cette vraie vie, elle est plus tard, après la mort, au paradis. Enfin, paradis, disons dans le là-bas des Grecs. Autre formule qui fait émerger cette notion de vraie vie, c'est Rimbaud. La vraie vie est absente. Je trouve ça... ça dit tout en quelque sorte. Autre grand lieu, c'est la fin du temps retrouvé de Proust. C'est pas quand il montre que la vraie vie, ce qu'il appelle la vraie vie, est toujours recouverte par, disons, les codifications qu'on en fait. Au niveau même élémentaire de l'impression, une émotion qu'on a. Mais déjà, le langage la codifie. Déjà, on va la normaliser, la banaliser, bref, en perdre ce qui en fait effectivement la vie. Et puis, j'aime beaucoup la formule aussi dans Adorno, le philosophe allemand, grand philosophe allemand, l'idée qu'il y a une vie fausse, falsch Leben, une vie vraie, wahre Leben. Donc, qu'est-ce que vie vraie, vie fausse? C'est sans doute que la vie fausse, c'est la vie qui est un semblant de vie. On croit qu'on vit, mais on ne vit pas vraiment. Donc, on pourrait dire la vie inauthentique? Oui, inauthentique. Fausse, dit Adorno, falsch, n'est-ce pas? Fausse, c'est-à-dire une vie, au fond, qui donne l'illusion qu'on est vivant, un semblant de vie, n'est-ce pas? Or, c'est une réflexion qu'on doit tous avoir. Est-ce que je suis dans un semblant de vie ou est-ce que je commence vraiment à vivre? Donc, cette opposition me paraît importante. Il y a une très belle phrase qu'il cite en exergue au Minima Moralia, qui est, c'est pas de lui, mais qu'il cite en exergue, c'est « La vie ne vit pas ». Ça, je pense, c'est à réfléchir. La vie n'est pas. Das Leben lebt nicht. Donc, il y a l'opposé de l'être en vie, c'est la mort, mais il y a un autre opposé, un contraire de la vraie vie, qui est la non-vie. La non-vie, la vie qui est la pseudo-vie, la vie qui ne l'est pas vraiment, et c'est celle qui les menace tout le temps. Et donc il y a la philosophie pour entrer dans la vraie vie, mais le travail, on peut le faire, parce que vous montrez, c'est les habitudes non pensées, les représentations, tout ce qui est codifié, l'idéologie, tout un ensemble de choses. Tout ce qui recouvre. Et on vit de manière complètement codifiée, et donc on réduite.
Rabattu. Rabattu, non pas promu. C'est l'opposition Geoffrey, rabattu et non pas promu, car effectivement, il y a une très belle formule dans Proust, dans La prisonnière, quand il dit « Il n'y a pas besoin de la mort pour dépouiller la vie s'en charge. La vie dépouille la vie. Pas la vie ne cesse de dépouiller la vie, de menacer de non-vie notre vie. » Et donc, je crois qu'il faut effectivement penser cela, pour essayer, alors c'est un peu ma tentative, si vous voulez, de ne pas en rester aux notions faciles ou les plus ordinaires, mais essayer de porter au concept, donc faire un travail de philosophe, pour essayer de concevoir cette exigence de vraie vie. Et c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans ce petit livre. Alors il y a un aspect qui m'a enthousiasmé, parce que c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, c'est que toute la notion du carpe diem, qui est pour la plupart des gens la manière d'être dans la vraie vie, vous montrez très bien à quel point c'est un mythe, c'est une illusion. Est-ce que vous voulez essayer d'expliquer ce que c'est le carpe diem et pourquoi c'est pas du tout un chemin juste, même si c'est ce à quoi la plupart des gens identifient ce dont on parle? Oui, merci en tout cas d'avoir noté ce point, parce que j'y tiens effectivement, parce que l'argumentation commune facile, je dirais, c'est carpe diem, cueille le jour, n'est-ce pas? Formule d'Horace, formule de ce qui serait une sorte de sagesse des nations, sagesse de tout le temps et de partout, se saisir du moment présent, n'est-ce pas? Être dans l'instant présent, profiter de la vie. Absolument. Tout ce qui est, et qui est un peu le fond de tout le marché du développement personnel aujourd'hui. Je m'en défie parce que pour cueillir le jour, cueillir le moment, il faudrait pouvoir le cerner, l'isoler. Or, la vie, c'est un flux, et je ne peux pas, si vous voulez, découper, je ne sais pas quel couteau, ciseau, je pourrais découper cet instant présent qui est pris dans une continuité qui ne lui permet pas d'émerger singulièrement comme ce présent qui serait apporté. Donc je crois qu'on peut le faire un peu quand on, non pas cueille l'instant présent, mais qu'on le recueille par la mémoire. C'est ce que Proust fait par exemple dans La recherche du temps perdu, parce que la mémoire justement peut isoler un instant de la vie passée et, disons, le rééprouver. C'est ce que fait Proust dans son œuvre, n'est-ce pas? Mais sur le moment, on pourrait croire que la vie est apportée, je n'ai qu'à la saisir pour l'accueillir. En fait, c'est impossible, ce geste n'existe pas, parce qu'il faudrait pouvoir circonscrire le moment, un terme stoïcien, circonscrire ce moment présent. Or, il est pris dans un flux qui fait que je ne peux pas, cerner quoi que ce soit en lui qui puisse, disons, comme un fruit, encore une fois, tomber dans la main. Alors, ça implique que cette représentation facile, mais largement fausse, est à, disons, sans doute critiquer pour ne pas s'en satisfaire et penser plus loin ce que peut être l'exigence de la vraie vie. Oui, puis il y a, dans l'idée du carpe diem, il y a l'idée je dois cueillir la vie, saisir la vie, jouir de la vie. Or, le mouvement que vous montrez, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à enlever, à dénuder pour entrer dans la vie. C'est pas je fais un effort pour être plus vivant, mais peut-être je défais des croyances, des représentations, des habitudes. C'est ce que dit, pour moi, le verbe découvrir. Découvrir a deux sens en français. La découverte, c'est-à-dire ce qu'on aperçoit pour la première fois, comme on dit découvrir l'Amérique. Et puis découvrir, c'est retirer ce qui recouvre. Découvrir, retirer ce qui recouvre. Or, je crois que la vraie vie, on y accède d'abord si on retire ce qui couvre, enlise, n'est-ce pas, la vie, notre vie. Donc, retirer ce qui couvre et voir émerger cette capacité de vivre de dessous tous les recouvrements qu'on lui a imposés ou auxquels on a cédé. Et notamment, par exemple, tous ces recouvrements qui sont d'uniformisation, de normalisation, bref, ce que Proust appelle ces codifications, n'est-ce pas, qui commencent déjà dans le langage. Déjà, quand on met un mot sur une émotion, déjà quelque part, on la recouvre, n'est-ce pas? Donc, cette vigilance qu'on doit avoir pour se protéger de ces recouvrements, y compris du langage, mais c'est ce que fait le poète ou l'écrivain, n'est-ce pas? Pour effectivement essayer de s'écarter au plus possible de la codification imposée par le langage pour faire émerger un langage plus neuf, n'est-ce pas, ou plus proche de l'émotion elle-même, ce que fait le poète, oui, par la métaphore. J'étais l'autre jour écouter un concert, les concertos brandebourgeois de Bach, et je me disais, c'est fou que dans notre monde domine aujourd'hui cette idée qu'il y aurait 6 émotions de base. Et je me suis dit, en écoutant Bach, mais non, Bach me fait vivre une émotion qu'il n'y a que lui
qui me fait vivre, il invente une émotion. Il invente. Qui est à la fois un mélange, très difficile à dire, un peu de chagrin, un peu de joie, une sorte de confiance, d'abandon. Et il y a une émotion de Bach, et je me dis, mais les gens, ce qui est devenu vraiment un peu aujourd'hui, qui s'est imposé un peu partout, l'idée qu'il y aurait 6 émotions de Bach, Oui, je me dis, mais c'est toutes les typologies qu'on fait par paresse, n'est-ce pas? Parce que ça rassure. Et là, on n'est plus dans la vraie vie. Au fond, chaque fois que je nomme, je crois que j'ai 6 émotions, je ne suis plus dans la vraie vie. On est dans la vie fausse, le semblant de vie, la pseudo-vie. C'est clair, parce qu'au fond, on se rassure par, disons, des typologies, en classant, en ordonnant. Mais bien sûr, vivre est tellement plus, déborde toujours ce qu'on essaie comme ça, de mettre en boîte, n'est-ce pas, à propos de vivre. Il déborde toujours. Donc une émotion, il faut l'éprouver dans sa singularité, dans son émergence, dans son unicité, si vous voulez. Et je crois que vous l'avez... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, à savoir... Bach invente, n'est-ce pas? Deleuze le disait pour Proust, n'est-ce pas? C'est au fond, il y a une invention, donc une implication forte de notre singularité qui fait lever et émerger des émotions nouvelles, n'est-ce pas? Donc, je crois que nous ne cessons de recouvrir vivre par des plaquages, donc codification et paresse de l'esprit, et qu'il faut donc découvrir au sens de retirer ce qui recouvre pour faire apparaître, vivre dans son émergence. Alors, je pense que c'est le rôle du poète, c'est le rôle du philosophe, de faire, y compris, évidemment, en tant que philosophe, j'utilise le langage, mais en utilisant le langage, je essaie de me battre contre ce langage que j'utilise, pour justement pouvoir le décodifier, pouvoir le faire décoïncider de ce qu'il sait dire, et essayer de lui faire dire ce qu'il ne sait pas dire, ou ce qu'il n'a pas encore commencé à dire. Alors, il y a aussi, évidemment, l'horizon de la pensée chinoise, parce qu'on a dit que ce qui nous empêche de comprendre la vie, c'est le rapport à la vérité qui a construit l'Occident. Qui est recouvert. Recouvert. Vous avez dit, toutes les habitudes, mais il y a aussi tout un ensemble d'autres carcans. Le moral, le religieux, l'idéal. Oui. C'est-à-dire que ce qui nous empêche de vivre, c'est tout un carcan. Qui recouvre vivre. Oui. Qui recouvre vivre. Est-ce qu'on peut essayer d'explorer ça? Tout à fait. C'est quoi l'idéal? Pourquoi on ne comprend pas la vie tant qu'on est marqué par une sorte d'idéal? Parce qu'on projette sur la vie autre chose que la vie. C'est ça, l'idéal, c'est une construction que je fais de ce que serait la vie telle qu'elle serait la meilleure ou la plus souhaitable. N'est-ce pas? Mais en fait, ça vient recouvrir la vie que je vis. Donc ça ne me sert à rien. En tout cas, ça ne me sert à rien. En tout cas, ça ne me met pas en voie d'accéder à la vraie vie. Puisqu'au fond, l'idéal, c'est une construction de l'esprit. Or, vivre ne se soumet pas à cette construction de l'esprit. Et vivre ne cesse de déborder toutes les constructions qu'on peut faire à son sujet. Est-ce que c'est pas ça, peut-être, encore aujourd'hui, le problème majeur qu'on voit dans le monde entier, que ce qui tue la vie, c'est qu'on est tout le temps pris par une forme d'idéal, mais on pourrait presque dire d'idéologie. D'idéal, mais idéologique. L'idéal fait partie aussi de l'idéologie. Donc l'idéologie, c'est-à-dire d'un discours sur la vie, et qui vient donc recouvrir la vie. Donc c'est ça qu'on voit. De partis pris théoriques ou de partis pris de sortes divers, mais qui viennent recouvrir la vie dans cette capacité d'émergence. Parce qu'on voit paradoxalement, on vient un temps où les identités deviennent de plus en plus marquées. Donc ça, c'est une identité marquée, c'est le contraire de la vie. C'est-à-dire, je fige quelque chose. Donc au fond, tout ce qui fige va contre la vie, et on est un temps extraordinairement, enfin, tous les temps, on s'en doute, mais... Non, je pense que c'est plus maintenant, parce qu'il y a la technicité, il y a les appareils sont de plus en plus lourds. Puis on allume dès qu'on allume la télé, la radio, ce dont on parle, c'est des fixations idéologiques, des fixations identitaires, des fixations des fixations. Et au fond, interroger la vie, c'est sortir des fixations. C'est comprendre qu'on est vivant, non pas qu'on a bien figé les choses, mais le contraire. Mais qu'on a laissé tomber, lâché un peu les fixations. Laisser tomber et peut-être retirer. Parce qu'au fond, ces fixations, ces focalisations, ces crispations, qui sont, dans le meilleur cas, celles de la connaissance, dans le pire des cas, celles d'une idéologie, je veux dire, qui n'est plus réfléchie. Donc c'est retirer cela pour, disons, donc c'est un vrai travail de l'esprit, d'essayer de fissurer tout ce qui bloque
Et le point de départ, c'est quand même le langage. Donc le langage, et on pense à travers le langage. Donc c'est quand même l'outil même de la pensée. Mais disons, de fissurer tout ce qui vient faire carapace, se figer, immobiliser, stériliser, se vivre. J'insiste sur le verbal, c'est-à-dire l'infinitif, vivre, plus que la vie. Parce que la vie, c'est déjà un substantif, c'est déjà, disons, une case. Mais vivre, c'est le verbe en dessous de tous les verbes. C'est le verbe, si vous voulez, le plus élémentaire. Donc, apporter au substantif, quand je dis le vivre, n'est-ce pas? Mais l'allemand, pour ça, est assez commode, parce que au XVIIIe siècle, on va apparaître ce qu'on appelle Lebensphilosophie, philosophie de la vie, du vivre, n'est-ce pas? L'allemand ne distingue pas les deux. Et je crois qu'il faut, disons, essayer de rester au plus près du verbe, du verbal, parce que c'est lui qui dit l'intensité. Alors, un des paradoxes de votre discours, c'est que vous avez beaucoup expliqué la philosophie, que vous êtes philosophe, mais quand même, un des axes de ce que vous montrez, c'est que pour entrer dans le vivre, je ne peux pas me servir de concept, mais d'abord d'une expérience fugitive qui me fait d'un seul coup, vous nous invitez à vraiment faire attention à d'un seul coup, comme vous dites, on rentre chez soi, puis il y a un soupçon qui vient, mais est-ce que c'est vraiment cela vivre? Au fond, votre livre, en vous lisant, vous réveillez en nous voilà, quelque chose auquel on ne fait même pas attention d'habitude. Ah, mais là, peut-être je ne suis pas vraiment vivant. Peut-être là, je me laisse emporter. Peut-être là, je me suis recouvert. Peut-être là, je suis dans quelque chose comme une fausse vie. Je passe à côté. Donc, au fond, c'est ça, votre livre. Oui. C'est tout à fait paradoxal, parce que pour nous, la philosophie, voilà, on va avoir des choses à comprendre, mais au fond, dans votre livre, il y a pas quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à reconnaître qui va nous décaler, comme vous disiez tout à l'heure, vers « Ah ouais, je me suis laissé embarquer comme malgré moi ». C'est une expérience que je pense qu'on partage tous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a pu vivre sans s'inquiéter un matin ou un soir, en rentrant chez soi, comme vous dites, est-ce que je vis vraiment? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de la vie? Donc je pars d'une interrogation de l'expérience, c'est l'existence même qui parle là, n'est-ce pas? Alors après, en tant que philosophe, reconnaissant cette expérience que je crois la plus commune, ou en tout cas la plus partageable, c'est de porter cette question au concept. C'est là mon affaire, c'est-à-dire d'essayer d'élaborer une philosophie, donc conceptuellement, de ce qui est le plus insaisissable pour la philosophie, qui est ce vivre que je risque toujours de laisser perdre, n'est-ce pas? Si je ne suis pas très vigilant à l'égard de son exigence. Oui, donc le signe qu'on est vivant, c'est que c'est plus vivant, c'est que c'est plus accordé, c'est plus juste. Je pense que d'abord, ce n'est pas faux. Parce qu'il y a la vie fausse, c'est-à-dire la vie qui est, au fond, recouverte, n'est-ce pas? Recouverte, et je dirais, qui se laisse, disons, j'aime bien l'expression de Proust, n'est-ce pas? Dépouiller d'elle-même. Proust, on peut citer la page de La prisonnière, parce que c'est quand même les écrivains comme Proust qui font affleurer l'expérience comme ça dans sa puissance. Quand on dit, dans la scène de Proust, dans La prisonnière, c'est matin, on a un duel en perspective dans la journée, et on se dit, ah si j'y réchappe, alors là je vais vraiment vivre. On a tout ça. Aujourd'hui, c'est plus tellement un duel, mais c'est... oui, si je gagne ce concours, je vais vraiment vivre. Voilà, si elle me dit oui, je vais vraiment vivre. Si j'ai ça, je vais vraiment vivre. Là, je vais vraiment vivre, n'est-ce pas? Je vais m'y mettre vraiment. Ce qui donne le sentiment qu'avant, je ne vivais pas forcément bien, ou vraiment. Et puis, le duel passe, ou je l'épouse, etc. Et finalement, ça ne change rien. Il y a une petite émotion de satisfaction de la bonne nouvelle, mais ça ne change rien parce que la vie recouvre la vie. Parce qu'au fond, Proust dit, la vie dépouille la vie. C'est qu'au fond, je vais retrouver la vie ordinaire, la vie d'avant, en dépit de ce vœu que j'avais fait ou de cette décision que j'avais prise, à savoir, si vraiment j'échappe à ce danger, alors là, je vais écrire, je partirai en vacances, je voyagerai, enfin bon, tous ces projets qui restent en fait, qui ne seront jamais, qui restent dans l'œuf parce que, au fond, la vie codifie, la vie entraîne, la vie, au fond, ne laisse pas justement cueillir la vie et fait que la vie se laisse rabattre. Et c'est le terme que j'essaie de porter au concept, c'est le rabattement de la vie. Parce que je trouve que rabattre est un très beau verbe, et comme on rabat un arbre, parce qu'on trouve qu'il fait un peu d'ombre, ou on rabat un troupeau, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ramène au bercail. Donc ce rabattement de la vie qui fait que la vie ne se promeut plus, mais se trouve rabattue.
rabattu. Et c'est ça la vie fausse. J'avais un ami qui était professeur à Harvard, et il avait demandé voilà, il disait que les élèves disaient quand ils ont rentré, c'était le plus beau jour de leur vie, c'était ce qu'ils voulaient, et 6 mois plus tard, c'était complètement passé. Pensant que tous leurs problèmes allaient être résolus parce qu'ils entraient dans une des plus prestigieuses universités, mais au fond, ça ne résout non, rien. Ça ne résout rien. Il y a la même chose au Japon, c'est ce qu'on appelle Gogatsu Byoin. Au Japon, c'est la maladie du 5e mois, c'est-à-dire du mois de mai, parce qu'on réussit les concours d'université en avril. Donc, j'ai réussi le concours d'université, j'entre à Todai, je suis ravi. Ben, le mois suivant, on est dans la panique, parce que finalement, ça ne change rien essentiellement. Donc ça, je crois que c'est important à penser, parce que, vous voyez, au fond, on se fait toutes sortes d'ambitions qui vont en fait... dont on pense qu'elles vont nous faire entrer dans une vraie vie qui, en fait, ne dépend pas du tout de ces conditions, et qui est beaucoup plus exigeante que simplement de réussir un concours. C'est de l'ordre de la satisfaction, mais qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on appelle vivre enfin. Qu'est-ce que la pensée chinoise nous permet? On a beaucoup parlé de ce que la pensée occidentale nous empêche. Qu'est-ce que la pensée chinoise dit de si précieux sur vivre? D'abord parce qu'il y a la langue chinoise. Moi, j'ai toujours la langue pensée chinoise. C'est un tout, et la langue chinoise, ne conjuguant pas, ne déclinant pas, a, dirons, une souplesse syntaxique qui fait qu'elle est beaucoup moins recouvrante par le caractère même de la langue que la nôtre. Voyez, si je ne conjugue pas, c'est-à-dire je ne distingue pas passé, présent, futur, je parle à l'infinitif, je peux, et d'autre part, elle évite tout ce qui est le système de très peu de prépositions, mais il n'y a pas de relatif, il n'y a pas de construction de la phrase, donc il n'y a pas de syntaxe élaborée. Donc le flux du vivre se laisse beaucoup mieux exprimer et saisir, si vous voulez, c'est la grande ressource de la poésie chinoise notamment, dans son caractère justement fluide, c'est-à-dire souple, c'est-à-dire non codifié. Et ça, c'est une ressource de la langue chinoise. De la langue, et comme elle n'a pas pensé l'être, qui est ce qu'on a le plus construit en Europe, n'est-ce pas, avec ses modalités, avec ses attributs, en fait, toute cette grande construction sublime comme telle d'ailleurs, et très efficace. Mais donc, comme on n'est pas en train de construire la pensée, dans la pensée, voire construire la pensée, mais on est beaucoup plus capable à mon sens, je dirais, de saisir, je me méfie de ce terme, mais disons, d'accompagner le mouvement du vivre. Donc il y a la langue chinoise, il y a aussi... Je crois qu'il n'y a pas, si vous voulez, ce qui a recouvert en grande partie la pensée du vivre en Europe, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'on indexe vivre sur la vérité, ou on énonce des vérités sur vivre, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même, tout cet appareillage, il vient quand même recouvrir vivre dans son émergence propre. Donc je crois c'est important. Et vous voyez, rien que la conjugaison, ça paraît peu de choses, mais déjà, si j'ai une langue qui ne conjugue pas, donc qui ne distingue pas morphologiquement un passé ou des passés, un présent et un futur, j'épouse le flux, n'est-ce pas? J'épouse ce qu'on appelle la transformation du vivre. Et je suis donc beaucoup plus à même de ne pas décoller du vivre par une construction de l'esprit qui viendrait ensuite se superposer au vivre. Parce que il y a quand même une grande méditation chinoise, la grande pensée chinoise, de nous apprendre à rentrer dans le vivre, de coïncider. Oui, de coïncider avec, de l'épouser. Et donc d'entrer dans une sorte de fluidité. De le suivre, shun en chinois, c'est suivre, c'est épouser, c'est participer. Et donc, mais il n'y a pas une construction formelle qui vienne se surajouter. Par exemple, on voit, pour des exemples un peu basiques pour que les gens puissent nous suivre, mais on voit dans les vrais arts martiaux, il s'agit d'entrer dans un mouvement plutôt que d'imposer un mouvement qu'on doit faire. Donc, on pourrait dire, la gymnastique occidentale, je dois faire un geste et être puissant. Et là, je rentre dans un mouvement. Et au fond, c'est un peu ça qui a à l'arrière-plan. L'écoulement, n'est-ce pas? L'écoulement comme l'écoulement de l'eau. Et puis l'idée que tout est en corrélation. Ça, c'est la grande idée chinoise, si vous voulez. La corrélation, pour dire le monde, je dis ciel-terre. Pour dire paysage, je dis montagne et eau. C'est pas montagne, eau. Donc, j'épouse, si vous voulez, le mouvement des choses beaucoup plus que je ne lui impose, n'est-ce pas, une construction de l'esprit. Mais encore une fois, quand je dis ça, c'est pas du tout pour critiquer ce qui serait l'appareil de la philosophie européenne, qui est puissant, qui a une grande opérativité. Simplement pour dire que j'avais écrit un petit livre repris en poche sous le titre « De l'être au vivre ». C'est passé
en Chine, c'est ça. Parce que ne pas penser l'être. Donc, encore une fois, l'être, les temps, encore une fois, les modalités, les attributs, tout l'appareil que cette pensée de l'être a, disons, suscité, donne une sorte de disponibilité de la pensée pour essayer d'accueillir ce vivre. Vous montrez que une des manières d'entrer dans la vie, c'est d'entendre ce que c'est l'inouï. Oui. Et vous donnez à l'inouï, voilà, il y a des pages très belles. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est l'inouï? Alors j'ai essayé, si vous voulez, d'aborder des concepts du vivre. Le premier, c'est cette distinction du vital et du vivant, d'un parti, et qui aboutit à penser la vraie vie, qui n'est pas une vérité sur la vie, mais vraiment vivre. Ne pas passer à côté du vivre. Et si j'en suis venu à l'inouï, c'est parce que là aussi c'est un paradoxe, parce que si j'ouvre le dictionnaire, on me dit l'inouï c'est l'extraordinaire, le rare, l'insolite. C'est la définition du dictionnaire. Or, en fait non, l'inouï c'est le plus commun, l'inouï de vivre. Rien n'est plus inouï que vivre, ça d'y réfléchir un temps soit peu, n'est-ce pas? Donc ça pose une question, l'inouï me paraît un concept important, parce que justement il se dégage de tout ce recouvrement du vivre par tous les appareillages théoriques, idéologiques qu'on peut faire. Et au fond, c'est tout instant de la vie, plutôt que de vouloir le cueillir en cherchant à l'isoler, ce qui ne se fait pas, au fond peut être inouï. On parlait du ciel tout à l'heure. Le paysage du ciel, ça c'est Lucrèce qui le dit, n'est-ce pas? On est fatigué de le voir alors qu'on n'a jamais perçu son inouï, n'est-ce pas? Son inouï, c'est-à-dire au fond, le fait que l'inouï dise ce qui n'est pas intégrable, n'est-ce pas? Et alors constitue au bout de l'expérience inouïe, parce qu'au fond, quand on ne cesse de le rabattre en l'intégrant dans l'expérience, ça qui n'est pas essentiel. Parce que faire une expérience, c'est assimiler. Et en assimilant, donc pour intégrer dans l'expérience, en faire, comme on dit, une expérience, on assimile, on intègre. Et par là même, on perd ce qu'il peut y avoir d'émergence, de singularité, et donc d'inouï d'en vivre. Et il me semble donc que, mais la moindre scène, j'ai beaucoup, Nietzsche est important pour ça, parce que, il y a à propos de ce Zarathustra, l'inouï, unerhört en allemand, c'est au fond dans le plus quotidien. C'est dans le plus élémentaire. Et je ne crois pas qu'il y ait d'inouï plus grand que vivre, dès qu'on y réfléchit un peu. C'est ça, une des grandes impasses de notre temps, c'est qu'on chercherait l'inouï dans quelque chose complètement extraordinaire. Donc notre temps veut toujours plus de sollicitation. Absolument. Plus loin. Plus loin, plus fort, plus intense, parce qu'on n'est jamais assez vivant. Or que si on veut devenir vivant, c'est plutôt en trouvant une forme de magie de l'ordinaire qu'on va rentrer dans le vivant. Bon, quelqu'un qui l'a très bien dit, c'est Baudelaire. Baudelaire, en fait, nous détourne d'un inouï qui serait là-bas, lointain, celui de l'orientalisme, notamment. Et l'inouï, c'est Paris. C'est les mâts de la cité. C'est, disons, au coin de la rue. De Baudelaire au surréalisme, vous avez cette évidence qu'au fond, l'inouï, c'est là, à portée, au plus près. Mais justement, comme c'est près, on ne le voit pas. Parce qu'on a cette tendance d'aller chercher plus loin, quelque chose qui, au fond, vient recouvrir, justement, cette immédiateté de l'inouï, de l'ordinaire. C'est ça, donc on a parlé tout à l'heure de tous ces cadres mécaniques, de saisie, qui nous font perdre le vivant, et là, ça recouvre l'inouï de l'ordinaire. L'inouï du plus ordinaire. Les formules dans Nietzsche, n'est-ce pas, quand il dit l'inouï du plus ordinaire. Et je crois que c'est à réfléchir, parce que, encore une fois, ça va à l'encontre d'une tendance irréfléchie d'aller chercher l'inouï dans l'extraordinaire. Sans ce que retient le dictionnaire, n'est-ce pas? Mais il faut donc, vous voyez, penser, je crois que c'est, bien sûr, passer par la langue, mais en se rebellant contre la langue, en ne se laissant pas prendre par les codifications de la langue, mais en se révoltant contre elle. Je crois qu'écrire, c'est ça, c'est cette épreuve de passer par la langue pour se révolter, se rebeller contre la langue. Pour éviter là où elle nous manipule malgré nous. C'est recouvrement. Là où elle pense. Absolument. Là où, sans nous en rendre compte, elle nous a conduit quelque part malgré nous. Par ces codifications qui ne sont pas réfléchies. Et disons qu'il faut donc aller à l'encontre. Penser, je crois que c'est passer par la langue et en même temps penser contre la langue. Mais quand vous dites donc, l'inouï est dans l'ordinaire, c'est pas banal.
C'est ça le paradoxe. C'est ordinaire, mais c'est pas banal parce qu'il y a quelque chose se fissure, quelque chose de... Et qui ouvre sur quelque chose qui déborde l'expérience qu'on en fait. Il y a une formule chinoise dans la tradition zen, parce que la tradition zen, au fond, Chan en chinois, c'est cette réflexion sur cet inouï de l'ordinaire. Ça, c'est la grande... Par rapport, disons, dans le déploiement de la pensée qu'on appelle zen, du mot japonais, mais en fait c'est Chan en chinois, couper le bois et porter l'eau. N'est-ce pas? Couper le bois, bon, c'est ordinaire. Porter l'eau avec la palanche, c'est ordinaire aussi. Vous voyez dans la peinture chinoise très souvent un petit bonhomme, n'est-ce pas, dans un paysage, un petit bonhomme qui porte l'eau comme ça. Ça, c'est l'inouï de l'ordinaire. Donc les gestes les plus simples, les plus élémentaires, n'est-ce pas? Mais regarder quelqu'un toucher la main, enfin, c'est là qu'il y a l'inouï. C'est là qu'il y a la ressource de l'inouï. Et pas dans des constructions qu'on projetterait comme ça au bout du monde. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, il y a aussi une manière dont des fois dans le christianisme ça allait dans cette direction-là, mais on a l'idée qu'il faut s'élever. C'est la technicité. Oui, ou juste une sorte de mystique intense, extrême, où on va s'élever dans C'est la facilité de l'au-delà. Il y a un grand mirage pour l'au-delà, si vous voulez. Justement, dans mon affaire, si vous voulez, passer du dépassement au débordement. C'est la vie qui déborde, l'inouï, n'est-ce pas? Donc un débordement qui n'est pas un dépassement et qui n'est pas chercher plus loin, ailleurs, l'au-delà, non. C'est justement pouvoir se tourner vers ce plus proche, mais qui est en fait la ressource. Et c'est tout à fait frappant. Voilà, que le Chan, donc il y a toute une grande tradition, une des plus hautes traditions spirituelles de l'humanité, qui pense que le plus grand éveil, c'est à proximité. C'est dans l'instant. Porter de l'eau. Oui, ou comme dit les formules chinoises, le cyprès dans la cour. Vous voyez un cyprès dans la cour, n'importe quoi, sur quoi je jette le regard, est porteur d'inouï. Le cyprès dans la cour, je regarde, je vois un cyprès, ben oui, l'inouï il est là. Il n'est pas là-bas, il est là, sous mes yeux, à proximité. Malheureusement, quand on dit ça, dans notre culture, ça devient souvent niais. Oui, mais justement, c'est ça qui est terrible. Ah oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est ça qui est terrible. Il faut essayer de ne pas rabattre ça dans une sorte de discours de sagesse commune, ou banale, ou ordinaire. Non, justement, c'est très exigeant. Alors, rien n'est plus bête, si vous voulez, que quand sur les abris de métro, on dit « soyez zen », n'est-ce pas? Parce que ça, c'est pas comme ça, soyez zen. C'est pas un coup de baguette magique. C'est qu'il faut avoir, dans les itinéraires de sagesse comme ça qu'on évoque en Chine, pour accéder à l'ordinaire, il faut du travail, il faut de l'effort, il faut de l'exigence. Et c'est une fois qu'on a lu tous les sutras, qu'on s'est interrogé sur le fond des choses, qu'on se rend compte que voilà, c'est à portée. Mais donc, il faut développer en soi une capacité. Et donc, ça devient, c'est par immanence que de tous les recouvrements fissurés, eh bien, naît cette évidence que couper le bois, porter l'eau, le cyprès dans la cour, peuvent être ce qu'ils recèlent d'inouï. Parce qu'il faut vraiment insister, c'est inouï et pas convenu. Parce que trop souvent, voilà... bien sûr. Il y a il y a aussi... voilà. La philosophie est à l'aise parce qu'elle ne bêtifie pas. Mais ce discours, ce que j'essaie de dire comme ça, on peut le bêtifier, c'est-à-dire en faire des formules ou des recettes, n'est-ce pas? Ce qu'on fait beaucoup dans le développement personnel, n'est-ce pas? Des recettes de vie, mais qui ne sont pas réfléchies. Donc c'est nul, parce qu'au fond, ça ne saisit pas ce qui est le vif de l'expérience. Donc il y a une dimension presque de révélation de l'inouï, parce qu'il nous fait accéder à quelque chose qui précède. Mais ce n'est pas une révélation qui vient d'ailleurs, c'est une révélation qui vient du dedans, qui vient du plus intime de la vie. Ce n'est pas une révélation au sens mystique, c'est une révélation au sens que la vie se révèle enfin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déchirure qui se passe dans le recouvrement de la vie qui est celui de la vie qu'on perd, n'est-ce pas? Et c'est donc du dedans même de la vie que vient apparaître comme dans un éclair cet inouï de l'ordinaire. L'inouï aussi, il est frôlé. On ne peut pas le posséder. Ce qui est logique, puisque si on le possédait, on retomberait dans la fixité. Évidemment. Donc on le frôle. Je pense que tout le monde, à un moment de sa vie, a frôlé cet inouï. Mais est-ce qu'on peut, de ce frôlement, penser plus loin en essayant de mieux comprendre cet accès à l'inouï qui est en fait celui de la vraie vie. Et donc, tous ces concepts se tissent entre eux. Hein. Et donc on voit bien que le fait qu'on n'arrive pas à stabiliser l'inouï n'est pas un problème, mais notre chance. Nous vivons trop souvent comme si c'était un malheur, mais au fond,
le plus grand bonheur qui puisse, c'est qu'on ne puisse pas, justement, stabiliser l'inouï. C'est ce qu'on voit bien dans l'expérience des poètes, chez Rimbaud ou chez Proust, les deux que je citais tout à l'heure, poète et romancier, si on peut dire. C'est qu'au fond, c'est l'achoppement sur le pavé de l'hôtel de Guermantes, c'est la petite Madeleine ou d'autres expériences comme telles qu'il ne faut pas non plus ramener encore une fois à la Convention. Mais c'est donc dans la cour de l'hôtel parisien qu'on peut voir qu'on frôle et qu'on peut voir émerger, affleurer cet inouï. Oui, on voit bien, c'est un accident qui vient surprendre Proust. Dans notre monde, il y a un peu une sorte de tarte à la crème sur l'émerveillement et tout ça. Alors ça, j'en veux pas. J'en veux pas parce que c'est pas du tout émerveillez-vous. C'est simplement cette exigence de vivre qui fait qu'on est capable de saisir dans le plus immédiat ce qui ne cesse de déborder vivre, c'est-à-dire de déborder toutes les conventions, toutes les carapaces qu'on a comme ça laissé opacifier sur vivre et qui recouvrent vivre. Une autre manière dont vous essayez de nous aider à approcher, être vivant, c'est l'incommensurable. Donc on a vu l'inouï, mais notre manière de tenter, qu'est-ce que c'est l'incommensurable ? Alors ça, c'est un terme que j'ai essayé de porter au concept parce qu'il me paraît nécessaire. Et évidemment, je n'invente rien, puisque c'est les mathématiques qui les Grecs ont découvert l'incommensurable en mathématiques. Et pour eux, c'était un scandale. Un scandale parce que ils attendaient de l'ordre des nombres qu'ils commensurent tout. La série des nombres. Et ils découvrent qu'il y a des nombres qui sont incommensurables aux autres. C'est la diagonale du carré, c'est le nombre pi, enfin, c'est tous. Et donc, c'est un scandale pour la raison grecque, parce que les Grecs avaient pensé l'ordre du monde à partir de l'ordre des nombres. Et puis non, il y a cette fêlure au sein des nombres que sont les nombres incommensurables. Ça, c'est les mathématiques qui le disent, et c'est évidemment... ce n'est pas d'approuver, puisque c'est... Et vous savez que dans la métaphysique d'Aristote, Aristote nous dit qu'il y a deux choses qui peuvent nous étonner, et donc nous conduire à l'étonnement philosophique. C'est les marionnettes qu'on voit bouger sans voir les gens qui sont en train de les manier, et les nombres incommensurables. Donc, incommensurable signifie qu'il n'a pas de commune mesure. C'est pas immense, c'est pas... non, c'est pas incomparable non plus, c'est incommensurable. Tout n'a pas commune mesure. Donc, c'est un terme qui me paraît essentiel pour penser ce qu'il y a de hiatus, de fissures dans la vie. Tout n'est pas bord à bord, tout ne se commensure pas, il y a de l'incommensurable. Dans mon petit livre, j'évoque une scène toute simple, qu'on a tous vécue. Quand on sort d'un cimetière, il y a eu le silence face à ce qui s'est passé. Et puis, quand on sort, on va commencer à dire quelque chose, n'importe quoi, juste pour, disons, recoudre, pour, disons, retrouver la vie dans son quotidien. Et on voit bien qu'entre le moment qu'on a vécu et puis ce qu'on va se mettre à dire, n'importe quoi, il y a de la fêlure. Ça ne se touche pas, ce n'est pas bord à bord. Et donc notre vie est, je dirais, riche. Ces fêlures, ce n'est pas un défaut de la vie, riche de ces fêlures d'infini qui ne cessent de travailler notre vie. Et je crois que c'est important à penser, pour penser quel est l'infini de vivre. Alors on peut le mettre à la façon de Pascal, l'infini, infiniment grand, l'infiniment petit, le mettre aux extrémités de la vie. Mais on peut voir, je crois, à quel point notre vie, la plus ordinaire, se trouve fêlée d'incommensurabilité que nous ne cessons, nous, de commensurabiliser. Parce que la société, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commensurabilise. Le langage, qu'est-ce qu'il fait ? Il commensurabilise. Donc, c'est-à-dire qu'il rabat cet incommensurable dans des pseudo-continuités. Alors, par exemple, pour moi, entre plaisir et jouissance, il y a l'incommensurable. Or, pour le dictionnaire, c'est continu. Quand vous voyez dans le dictionnaire, le Robert, on vous dit « jouissance, c'est plénitude du plaisir ». Comme si la jouissance n'était que la continuation du plaisir et son apogée. Or, je crois qu'il y a l'incommensurabilité entre les deux, plaisir, déplaisir. Le plaisir est l'ordre de la satisfaction. La jouissance n'a plus rien à voir avec la satisfaction.
jouissance rime avec souffrance. Jouissance, le fameux jouir de Gauguin, n'est-ce pas, à Tahiti, c'est pas du tout du plaisir et de la satisfaction. C'est une exploration, disons, à la limite du possible. C'est donc une toute autre expérience que celle du plaisir. Et on se rassure en rabattant la jouissance du côté du plaisir, alors que la jouissance est une expérience qui ne cesse de fracturer la pensée du plaisir. Donc je crois qu'il faut être attentif à cette incommensurabilité, à savoir qu'il y a du hiatus. Et je trouve que alors, le religieux, en fait, l'a pris en charge. Vous voyez, dans la Sixtine, Michel-Ange, le doigt de Dieu et le doigt de l'homme. Ça ne se touche pas. Or, c'est à peine, mais ça ne se touche pas. Il y a donc de l'incommensurable entre les deux. Ou je dirais, Jésus, quand il dit ne me touche pas, bon, on peut le comprendre de façon diverse, mais moi je le comprends au sens de l'incommensurable. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il apporte est incommensurable par rapport à toutes les commensurations, si vous voulez, ordinaires. Alors en même temps, j'ai voulu en faire un concept politique. Et ça, j'y tiens, parce qu'au fond, face aux plus grandes épreuves de l'histoire, comme la Shoah, c'est pas, comme les attentats, on en a vécu récemment, enfin, fort peu de temps, eh bien, je dirais, au nom de quoi s'opposer à eux? Ça ne peut pas être au nom des valeurs, parce qu'il y a toujours les valeurs appellent toujours des contre-valeurs, elles s'opposent, et c'est légitime. On peut toujours dire que la foi, c'est plus important que n'importe quoi d'autre, y compris la vie. Mais l'incommensurable, au fond, si j'avais à dire pourquoi, au nom de quoi plutôt, je me révolte contre la Shoah ou contre tout ce qui peut nous indigner à ce titre, pour les attentats, je dirais parce qu'il y a de l'incommensurable. Et donc, aucune croyance ne peut être en commune mesure avec le fait de tuer quelqu'un. Il y a de l'incommensurable entre les deux. Moi, j'ai l'expérience de cela, disons, personnelle, quand on a parlé, enfin, puisque je m'occupe un peu de la Chine, du commerce des organes humains. Nous disons non, les organes humains ne se vendent pas. Les Chinois vous répondront, si, ça se vend comme tout. C'est précieux pour la vie, voilà, on donne un prix. Mais je dirais non. La vie est incommensurable par rapport à tout prix d'organes qu'on peut lui donner. Ou je prends un autre exemple qui me paraît marquant. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur ces cas-là. Entre un vol et un viol, pour moi, c'est incommensurable. C'est pas seulement qu'il y a un i de plus dans nos mots, mais c'est que le viol n'est pas dans le prolongement du vol. C'est pas seulement un vol de mon intimité. Ça ne rencontre pas la notion de vol parce que ça fait basculer dans toute autre chose. Et donc, je crois qu'au fond, il faut être attentif à ces incommensurabilités que la société, que la conversation ne cesse de recouvrir pour avoir une sorte de vision comme ça, continue, sans fissure de l'existence. Non, l'existence est fissurée. Moi, j'aime beaucoup le vers de Baudelaire. Tu vois, moi, mon âme est fêlée. La cloche fêlée, n'est-ce pas? Donc, ces fêlures, c'est pas une perte humaine, c'est pas, disons, un défaut d'humanité, c'est au contraire ce qui permet de promouvoir l'humanité. Parce que justement, notre vie est fêlée d'infini. Comme entre un vol et un viol, c'est de l'infini, c'est pas qui passe. Et donc, c'est ce qui permet de déborder, laisser déborder et vivre de toutes les carapaces idéologiques dont on recouvre la vie. Et faire attention à ces incommensurables, c'est ça, apprendre à être vivant. C'est-à-dire apprendre à rentrer dans la plasticité, la singularité, le flux, accepter le mouvement. Le hiatus, accepter, si vous voulez, ce qui n'est pas d'une continuité qui, comme ça, s'écoulerait, je dirais, dans sa normativité. Non, il y a des fissures, comme je dis, entre plaisir et jouissance. Quand on passe du plaisir à la jouissance, si on passe de l'un à l'autre, il y a un saut à faire. Donc, nous faisons des sauts. Même une décision, c'est un saut. N'est-ce pas? Un saut S-A-U-T, c'est-à-dire, au fond... C'est clair. Une vraie décision, c'est un saut. C'est un saut. Donc, il y a, on dit toujours les choix. Oui, mais en fait, le choix, il va jusqu'à un certain point. Après, c'est un saut. Donc, il y a quelque chose qu'on a sauté, mais comme quand on a une espèce amoureuse, c'est toujours un saut, n'est-ce pas? Donc, notre vie ne cesse d'être travaillée par ces fissures qu'on voudrait recouvrir pour se rassurer. Mais, encore une fois, s'engager dans une relation intime avec quelqu'un, c'est un saut. Et le moment d'après n'est pas dans la continuité directe du moment précédent. Vous dites aussi
qu'il n'y a pas de nouvelle vie, mais il y a une seconde vie. Oui, alors ça, j'y tiens parce que nouvelle vie, quand on dit demain je change, là encore Proust évoque magnifiquement à propos du 1er janvier du narrateur avec Gilberte. Non, non, je crois qu'il n'y a pas de nouvelle vie, mais il y a une seconde vie, c'est-à-dire une vie qui se décale de la vie qu'on a vécue. Et second est important en français, c'est pas deuxième. Donc second, c'est pas un numéral, ça vient du latin sequi, ce qui suit. Il y a une vie qui suit la vie précédente, mais qui s'en décale suffisamment pour, disons, faire apparaître cette vie précédente comme une première vie, première tentative de vie, et on s'en décale, parce que l'expérience est acquise, et on peut, disons, remettre en chantier sa vie, ou ouvrir des possibles dans sa vie. C'est ça qui me paraît essentiel. Vous voyez, quand on dit la Seconde République et non pas la Deuxième République, alors qu'il y a une troisième, quatrième, c'est parce que ceux qui portaient cette Seconde République se voulaient dans la continuité de la première, et en même temps, un décalage s'est fait, il y a un demi-siècle entre les deux, qui fait que, au fond, ils ont ouvert des possibles dans l'histoire qui n'étaient pas compris, envisagés dans la première révolution. Donc ça me paraît précieux pour penser notre vie, c'est qu'en cours de vie, on vit des expériences, des modifications qui font que soit on n'y prête pas attention, là encore c'est une affaire d'exigence, soit on en prend conscience, on les remarque, on en prend conscience, et ces modifications de vie au cours de ma vie, je peux en tenir compte pour réamorcer ma vie. Non pas une nouvelle vie, mais réamorcer, relancer, réengager. C'est ce que j'appelais reprise par rapport à répétition. C'est-à-dire que je peux me décaler de la vie passée pour pouvoir ouvrir ma vie à, disons, autre chose que ce qui était d'abord envisagé. Dans le livre, vous donnez l'exemple d'un couple. Oui. Je trouve que ce serait bien si vous voulez reprendre. Je trouve cet exemple qui est bien. Oui, second amour. Second amour parce qu'au fond, y compris avec les mêmes personnes, n'est-ce pas? Je peux avoir aimé quelqu'un, d'abord comme on aime, c'est-à-dire par la passion, par la possession, par le désir, et disons, mais je dis bien la possession, hein. C'est l'amour d'éros. Mais on représente souvent ce premier temps de l'amour comme étant les flammes, et après les cendres. Une sorte de... voilà, ou la tendresse. Oui. Il faut montrer que c'est pas du tout ça. Non, c'est que ce second temps de l'amour, c'est la découverte de l'infini de l'amour. C'est tout autre chose. C'est au fond ce que j'appelle l'intime. C'est-à-dire au fond, c'est plus la possession, la captation, c'est bien le partage avec l'autre. Et intime est un très beau mot en français, j'essaie aussi de le porter au concept, qui est que intime, c'est bon, c'est du latin, c'est un superlatif. Intus dedans, intérieur plus dedans, comparatif, intimus le plus dedans que le dedans, plus dedans que plus dedans, n'est-ce pas? L'intime, un superlatif. Or c'est un mot qui est très beau parce qu'à la fois il dit le plus profond du profond de moi, comme on dit mon intime conviction, mon sentiment intime, et en même temps je peux dire je suis intime avec toi. Ça c'est considérable, parce qu'en même temps il peut dire le plus profond de moi-même, le plus intérieur que mon plus intérieur que mon intériorité, et en même temps quand je regarde en moi au plus intérieur de mon intérieur, qu'est-ce que je vois de l'autre? Et donc intime peut dire le partage. Je suis intime avec toi. Augustin a une très belle formule quand il dit « Deus est interior intimo meo ». Dieu est plus intérieur que mon intime. Donc intime, c'est un superlatif. Et Augustin, qui sait écrire, construit un comparatif sur le superlatif. Et finalement, vous voyez, je ne m'intéresse pas beaucoup à l'intériorité. Ce plus dedans de moi, l'introspection, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais le plus dedans du dedans de moi, au fond, débouche sur autre chose. Alors, Augustin appelle Dieu X, le grand autre, n'est-ce pas? Et je crois que l'intime est une notion donc très féconde parce qu'il dit à la fois ce plus dedans du dedans de moi, intime conviction, sentiment intime, et le partage avec l'autre, où l'autre est sujet comme moi. Je suis intime avec toi, nous sommes intimes. Et je l'évoque parce que par opposition à l'amour, parce que quand je dis je t'aime, je fais de toi un objet. Enfin bon, puis l'amour c'est quand même ce grand mot le plus ambigu de la langue. Est-ce l'amour par possession, éros? Est-ce l'amour par sacrifice, agapé, de mot grec, n'est-ce pas? Est-ce l'amour de la mère pour son fils ou est-ce l'amour de l'amant conquérant, n'est-ce pas? Donc amour est un mot très équivoque,
alors qu'intime me paraît un mot beaucoup plus profond, et puis qui n'est pas théâtral. L'amour est toujours un peu théâtral, déclaration amoureuse, n'est-ce pas? Là encore, ça passe par les mots. L'intime, quand on est intime avec quelqu'un, pas besoin de le dire. Et puis, c'est pas... L'amour, c'est toujours « je t'aime, tu m'aimes pas ». Enfin bon, c'est... Alors que l'intime, non. C'est venu entre nous, une sorte d'immanence, qui fait que ce n'est pas attribuable plus à toi qu'à moi. Donc, il y a vraiment partage. Et je crois que le second temps, ce que le second amour, c'est ça. C'est ce partage, si vous voulez, qui fait que quand on est intime avec quelqu'un, il y a une expérience très simple. Hein. C'est qu'on peut rester avec cette personne plus d'une minute sans parler et sans en être gêné. Et en même temps, donc on peut se taire. Et la parole et le silence s'équivalent, n'est-ce pas? Parce que le silence intime laisse passer cet intime, et la parole dit des riens qui aussi ne cesse de dire cet intime. Donc, si vous voulez, c'est le moment où, dans notre expérience, silence et parole s'équivalent, ou plutôt défont leur opposition. Et je crois qu'on n'est pas assez attentif à cela. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, les romans ne parlent que d'amour, très peu d'intime, parce que les romans, ils veulent une intrigue, ils veulent qu'on tourne la page, et bien l'intime, il n'y a plus d'intrigue. Il n'y a plus rien à dire. Et on voit bien chez Stendhal, qui était un grand romancier de l'intime, dans Lucien Leven, dans Le Rouge et le Noir, quand les amants accèdent à l'intime, rideau. On tue le personnage ou on laisse le roman inachevé, n'est-ce pas? Pourquoi c'est tellement important pour comprendre vivre cette seconde vie, ce second possible? Parce que je crois que vivre, au fond, c'est pas de nouvelle vie. Mais par contre, en cours de vie, on peut, si on le fait, si on a cette exigence, on peut désinvestir ce dont on se rend compte que ce n'était pas vraiment fécond. Par contre, réinvestir ce dont on voit que ça a été porteur, que ça a été fécond. Et donc, on peut commencer à choisir sa vie. Parce que ma première vie, je n'ai pas choisi. Mon milieu, mon éducation, le pays où je suis né, enfin bon, tout ça, ça a été quand même très prescrit du dehors. Mais en cours de vie, en prenant compte de l'expérience de ce qu'on a vécu, on peut commencer à trier dans sa vie et donc à choisir effectivement ce qu'on veut vivre. Et donc c'est le début de la liberté, la vraie liberté effective, non pas liberté métaphysique comme ça à projeter aisément, mais liberté de ce que je commence à choisir effectivement parce que j'ai déjà vécu. Donc j'ai une expérience dans laquelle je peux trier, et triant dans cette expérience, je peux choisir effectivement de vivre ceci plutôt qu'autre chose. Donc on peut commencer à, disons, choisir sa vie. Ça me paraît essentiel. Et il y a un terme que je trouve modeste, mais utile, c'est quand on dit reprise. La reprise, c'est pas la répétition. Et au fond, la question qu'on se pose le matin, c'est est-ce que je vais répéter ma vie d'hier ou est-ce que je vais reprendre ma vie? Et second, comme on dit, second souffle, n'est-ce pas? Second, c'est-à-dire au fond, est-ce que je peux me décaler de ce que j'ai vécu pour pouvoir rouvrir des possibles dans ma vie? Me décaler de ce que j'ai vécu pour ne pas être dans l'ornière de cette vie passée, mais rouvrir des possibles dans sa vie. Ce n'est pas une nouvelle vie, mais c'est rouvrir, remettre sa vie en chantier, rouvrir des possibles dans sa vie. Je pense que vivre, au fond, si je le définissais d'un mot, c'est risqué, n'est-ce pas? Vivre, c'est ouvrir des possibles dans sa vie. Merci infiniment. Je pense que c'est une magnifique conclusion. Merci. Merci de cette rencontre. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.